Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un premier bilan de ce premier mois de l'année 2022 qui montre bien que la volatilité sur les marchés s'est installée et peut-être durablement. On a un VIX, un indice de volatilité du marché américain, qui reste au-delà de 30 au terme d'une semaine qui aura été chaotique. Les montagnes russes, notamment sur les marchés actions, mais les marchés obligataires ont également beaucoup bougé dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Ce sont les points chauds du moment pour les investisseurs. Et puis sur la partie résultats d'entreprise, on notera quand même des réactions positives de marché après des résultats impressionnants, exceptionnels chez Apple aux États-Unis ou encore chez LVMH en Europe. LVMH qui va arriver à terminer cette séance en hausse. Apple est bien parti également pour une belle séance boursière à Wall Street. Deux titres qui font partie du compartiment croissance qui est attaqué depuis plusieurs semaines maintenant. Deux titres qui avaient déjà baissé de plus de 10% par rapport à leur sommet récent qui avait été atteint en début d'année. Des marchés en Europe qui restent dans le rouge en cette fin de semaine. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis au-delà de la politique monétaire qui sera évidemment le sujet à la une dans un instant, petite question sur l'Italie qui n'a toujours pas de président de la République alors que les grands électeurs sont en train de voter pour la 5e fois cette semaine. On s'interrogera évidemment à nouveau sur le sort de Mario Draghi. Est-ce que le marché préfère Mario Draghi qui resterait président du Conseil, Premier ministre pour quelques mois encore, ou est-ce que le marché préférerait un Mario Draghi, président de la République italienne, avec moins de pouvoir, mais pour 7 ans. Quand je dis est-ce qu'on préfère, c'est est-ce que le marché préfère, est-ce que le spread italien préfère une situation par rapport à l'autre, est-ce que l'Europe préfère une situation par rapport à l'autre. Voilà donc pour les sujets de Planète Marché à suivre dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous le savez, le vendredi c'est pédagogie. Une fois par mois, nous retrouvons l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, pour un décryptage éco qui concernera aujourd'hui la croissance. C'était un jour justement de publication des premières estimations de croissance pour la France, l'Allemagne ou encore quelques autres pays européens. La France qui aura enregistré une croissance de 7% sur l'ensemble de l'année 2021. Une semaine qui se termine dans le rouge pour les marchés européens, notamment les infos clés du jour en cette fin de séance avec Alix Nguyen. Paris s'ancre dans le rouge et met fin à 3 séances de hausse d'affilée au sortir d'une semaine très volatile. Wall Street, de son côté, entame la séance en baisse, tiraillée entre les bons résultats d'Apple et les performances plus décevantes de Chevron, alors que les chiffres des dépenses des ménages confortent le scénario d'une flambée de l'inflation. L'indice PCE des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 5,8% sur un an en décembre, après 5,7%. Hors inflation et énergie, la hausse ressort à 4,9%, du jamais vu depuis 1983. Et puis l'autre statistique du jour, c'est celle du moral des ménages américains, et il s'est dégradé plus que prévu en janvier. D'après l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, son indice de confiance a reculé à 67,2 après 70,6 en décembre. Pour rappel, en première estimation, l'indice était ressorti à 68,8. Plus globalement, la perspective d'une série de hausses des taux de la Fed, mais aussi les tensions géopolitiques ont, semble-t-il, pris le pas sur le reste. Si les négociations sont toujours en cours sur le dossier ukrainien, les risques de conflit à court terme subsistent. En Europe, les valeurs cycliques et de croissance sont les plus impactées. Les indices stock 600 de l'automobile, de la technologie et des banques connaissent les plus fortes baisses sectorielles. LVMH avance toujours dans le vert après un bond de 5,7% en début de séance. Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 36% comparé à 2020 et de 14% sur 2 ans à plus de 64 milliards, porté par la mode et la maroquinerie. Le géant du luxe affiche un résultat net de 12 milliards
milliards d'euros, et ce malgré un premier semestre toujours mis à mal par la pandémie. Il y a aussi la performance de JCDecaux qui avance de plus de 15%. Le groupe surprend en faisant mieux que prévu au dernier trimestre 2021. Ses revenus annuels rebondissent de 18,7% à 2,74 milliards d'euros. À l'inverse, Total Energy recule sous l'effet de prise de bénéfices et après un gain de 3,5% cette semaine. Le repli d'Airbus et de Safran empêche eux aussi la tendance. Et puis on relève que Veolia détient désormais 95,95% du capital de Suez, une annonce faite hier par l'autorité des marchés financiers à l'issue de la réouverture de l'OPA par Veolia sur son ex-rival. Le seuil de détention de 90% des titres autorise désormais Veolia à lancer une offre publique de retrait sur le reste des titres en circulation pour les récupérer. La semaine prochaine, la saison des résultats annuels en France se poursuivra. Les marchés chinois seront fermés toute la semaine à l'occasion du nouvel an lunaire. Lundi, nous prendrons connaissance de la croissance dans la zone euro et de l'inflation en Allemagne. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci Alexandre Taïeb de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes analyste gérant chez Sycomore Asset Management et Étienne de Marsac avec nous également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements Cross Asset de Sony Asset Management. Je vois bien que certains gérants obligataires, notamment, sont tentés de faire le procès de Jérôme Powell. Plus que tenté. Plus que tenté. Donc, allons-y, faisons le procès de Jérôme Powell. Mais avant ça, en préambule, je veux quand même rappeler un peu la situation de l'économie américaine aujourd'hui. Avec un PIB nominal qui n'avait baissé que de 1% en 2020, PIB nominal, qui a rebondi de près de 12% en 2021. On a eu les chiffres cette semaine. Un taux de chômage qui se dirige vers 3,5%. Oui, une inflation à 7% en rythme annuel sur la dernière marque, mais une économie américaine quand même en nominal qui tourne désormais au-delà de sa tendance pré-Covid. Je ne sais pas dans quelle mesure cette situation est un problème. On voit bien qu'il y a quand même des crispations autour du sujet de l'inflation, évidemment. Est-ce que c'est un problème plus grave que le problème qui prévalait précédemment, celui de la stagnation séculaire? Et maintenant, que doit faire Jérôme Powell? Moi, ce qui me gêne dans votre introduction, c'est que vous ne donnez que des critères quantitatifs qui concernent la croissance et pas de critères qualitatifs sur la répartition éventuelle de la richesse au sein des ménages américains. Premier point. Et deuxième point, il y a quantité de déséquilibre que vous omettez, c'est-à-dire notamment l'accumulation de richesses disponibles et non dépensées de l'ordre de 2,5 trillions de dollars depuis le Covid et qui nourrissent des bulles spéculatives dans tous les domaines et notamment dans les crypto-assets, ce qui a donné lieu à des catastrophes chez pas mal de particuliers cette année, compte tenu de la volatilité dans ces assets, alors même que beaucoup des particuliers étaient tentés de les comparer à des monnaies. Donc, vous savez que les principaux facteurs de la monnaie, c'est quoi? C'est la capacité à storer de la value, à accumuler de l'épargne. Alors, quand on accumule de l'épargne dans une pseudo-monnaie qui a une volatilité de 40%, eh bien, vous voyez évidemment que votre effet richesse, il a de la peine à être stable. Et on arrive dans des situations qui sont complètement farfelues. Je rappelle juste, effectivement, beaucoup d'argent du retail est allé dans cette partie spéculative de marché. Je rappelle quand même qu'on a des travailleurs américains, quand ils ont été dans l'impossibilité d'aller travailler, qui touchaient des chèques, de mémoire, $1 000 par semaine. Enfin, je veux dire, des chèques que même en travaillant, la plupart d'entre eux n'auraient jamais touché. Mais absolument, mais c'est ça l'erreur en fait de Jérôme Powell et de la Fed, c'est d'avoir contribué à alimenter des bulles spéculatives quand bien même l'accommodation fiscale était déjà extrêmement importante du fait de taux bas. Non mais c'est un point clé, Étienne. Vous dites que c'est des dommages collatéraux dont on aurait pu se passer et qui n'auraient rien changé à là où se trouve l'économie américaine aujourd'hui. Oui, absolument. Ou qui même aurait permis, si vous voulez, à la croissance d'être
plus lisse, à monter peut-être plus durablement sans être obligé d'appuyer aujourd'hui sur le frein, avec moins de disparités. Il n'y avait pas besoin, et je ne suis pas le seul à le dire, si vous voulez. Enfin, Non, mais vous avez c'est pour ça que... Non, mais vous avez, pardon, mais Larry Summer ou bien Olivier Blanchard ont extrêmement bien qualifié dès le début de l'année dernière cette erreur d'analyse qui est une erreur d'analyse historique de la part de la Fed, c'est-à-dire de n'avoir considéré que l'inflation n'était qu'un problème d'offre, un problème de supply chain, et d'avoir totalement omis l'effet choc de la demande. Et ce choc de la demande, il a été généré par une politique fiscale accommodante, dopée et amplifiée par la politique de la Fed, qui n'avait pas besoin d'être aussi accommodante, en tout cas aussi longtemps. Et on se retrouve aujourd'hui, au mois de janvier, dans une situation qui est complètement incongrue, où la Fed continue à alimenter les marchés en liquidité et dit « je suis obligé d'appuyer sur le frein de manière désespérée ». Et c'est l'une des leçons, si vous voulez, de la Fed de mercredi soir. Jérôme Powell se laisse la possibilité de monter les taux au moins 7 fois cette année. C'est en substance ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Donc on est passé du mois de novembre. Le mois de novembre, l'inflation est un phénomène temporaire. À janvier, attention, on est très très en retard. Et ceci va provoquer des secousses terribles sur les marchés financiers. C'est obligatoire. Vous dites, on se retrouve dans une situation, alors qui paraît, de la manière dont je l'ai présenté, bonne, comme ça en tout cas que j'ai cherché à le présenter, Étienne, mais qui va générer plus de problèmes, plus de conséquences négatives que la situation précédente. Eh bien, en tout cas pour la sphère financière, celle-ci doit s'attendre à des chocs qui sont d'autant plus importants que, premièrement, la Fed est très en retard et donc a besoin d'accélérer, et que, deuxièmement, le quantitative easing, qu'est-ce que c'est ? C'est passer par la sphère financière pour que les mesures monétaires s'appliquent à l'économie ensuite réelle. Et donc le renversement, exactement, le renversement de ça, c'est s'adresser directement à la sphère financière et taper sur les bulles. Donc taper sur les bulles, ça veut dire déflater le Nasdaq, les valeurs de croissance, les valeurs technologiques. C'est exactement ce qui se passe depuis quelques semaines, voire une paire de mois maintenant, Étienne. Exactement. D'un point de vue d'un investisseur, on ne peut pas se satisfaire de cette brutale marche d'escalier qu'il va falloir enjamber là en 2022 et peut-être 2023 avec un contexte boursier qui sera donc probablement assez négatif et qui ne peut être que négatif, parce que la Fed vise ça. Elle vise ce qu'on appelle les conditions financières. Donc les conditions financières, c'est les risques primaires. Donc c'est la baisse des marchés actions, c'est la remontée des spreads de crédit, c'est la remontée des taux d'intérêt, la remontée des primes d'inflation, etc. Et donc tout ça, malheureusement, comme on est dans des marchés qui sont très chers et très fragiles, va se faire d'un coup. Et on se retrouve du coup dans un environnement qui est conforme à celui du Q4 2018, avec pourquoi pas un moins 30% qui nous guette à tout moment cette année. Alors, est-ce que cette situation, ce risque de marché, là, est-ce que c'est un risque ? Parce que Jérôme Powell le dit mercredi. Moi, je suis focalisé sur l'économie réelle aujourd'hui. C'est peut-être ce que les marchés n'ont pas compris ou n'admettent pas totalement jusqu'à présent. Non, il dit aussi les conditions financières continuent à être accommodantes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire il n'y a pas d'impact les marchés ne feront pas reculer. Oui, il n'y a pas d'impact Omicron en fait dans mon analyse. Et le moins 10% depuis le début de l'année, ça ne change rien à mon analyse. Et donc tant que les conditions financières ne remontent pas, c'est-à-dire que tant que le marché action ne baisse pas, la Fed va remonter ses taux jusqu'à 2,5% minimum. Et ça, je ne suis pas sûr que dans une économie qui est surleveragée, pour créer 1 point de PIB, il faut 6 points de dette aujourd'hui, on soit capable d'encaisser ça en tant qu'actionnaire. Donc il n'y aura pas à 2,5 de remontée. Après, effectivement, mais donc les marchés vont baisser. Non. C'est circulaire. Non, mais c'est circulaire. Il faut que les marchés baissent pour que la Fed puisse interrompre son cycle, à ceci près que, par rapport à 2018, elle dispose d'un nouvel outil qui est la Standing Repo Facility. Donc la Standing Repo Facility, c'est le nouvel outil créé en juin de cette année, où à tout moment, n'importe quelle banque peut aller au guichet de la Fed, apporter des titres de créance, des treasuries, et avoir de l'argent en overnight, c'est-à-dire au jour le jour. Cet outil n'existait pas en 2018, il existe aujourd'hui, et il va permettre d'agir en coupe-circuit, comme un coupe-circuit, si jamais on se retrouve dans une crise. Donc, on peut modérer un petit peu le propos de négativité. Mais c'est l'équation à laquelle fait face la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Oui, c'est le put, ce qu'on appelle le put, a été restriké, donc a été remis plus bas, probablement de
20 ou 30%. Ouais, c'est ça. C'est plus 10-15%, c'est peut-être C'est plus bas. 20-30%. Mais ça, il faut le dire. Ça, il faut l'expliquer aux gens. Mais je suis tout à fait prêt à l'entendre. Non, moi, je constate quand même le succès en matière économique de la politique fiscale, budgétaire et monétaire américaine. Oui, mais là, on est en présence d'une supernova qui est en train d'éclater. Donc, on a été beaucoup trop loin. Alexandre. Je suis moins radical. Que qui qu'Étienne. J'essaye de trouver un peu de crédit dans tout ça, Jérôme Powell. Non, mais c'est une vraie discussion de fond. Non, mais effectivement, quand on regarde derrière, bien sûr qu'il a été très en retard. Il y a énormément de gérants, d'intervenants de marché qui disent que l'inflation n'est pas transitoire depuis longtemps maintenant. Et effectivement, l'inflation n'est pas transitoire. Je rejoins Étienne sur le côté cyclique, c'est-à-dire le marché a besoin de baisser pour que Jérôme Powell arrête de dégonfler les bulles. Et dans l'équation en fait économique, par contre là je parle plus de marché, je mets deux issues possibles. La première, c'est on fait rien ou on tâtonne, et dans ces cas-là on arrive en hyperinflation, donc une inflation à 2 chiffres aux États-Unis. Ouais. Quand vous dites on fait rien, c'est-à-dire on réplique, les cycles de resserrement un peu cosmétiques du Exactement. passé. D'accord. On y va très progressivement. On fait 3 hausses de taux de 25 points de base dans l'année. On a connu. Et on commence gentiment la réduction du bilan. Donc ça, un risque, vous dites hyperinflation. Ça, c'est le premier risque. Enfin, que ça parte, que ça dérape. Le deuxième risque à moyen terme, c'est qu'il nous fasse retourner en récession. Mais d'un point de vue banque centrale, c'est quand même intéressant de nous faire retourner en récession. Vous faites éclater les bulles. Vous ralentissez complètement l'inflation, y compris l'inflation liée aux matières premières, et vous faites revenir les gens qui ont spéculé sur le marché, sur le marché de l'emploi. Donc en gros, il y a une baisse de 50% du Bitcoin, il y en a peut-être déjà quelques-uns. J'imagine. Un job payé toutes les semaines, c'est pas si mal non plus. Mais il y a aussi le marché action dans l'équation, donc ça peut servir les intérêts de la Fed, quelque part, de nous faire retourner en récession. Maintenant, je ne suis pas sûr que Biden soit d'accord avec ça. Non, mais c'est ça, en fait, ma question. Et je comprends bien le côté très binaire. C'est-à-dire, soit on s'attaque vraiment à l'inflation et c'est forcément récessif, soit on veut préserver à tout prix la croissance telle qu'elle tourne aujourd'hui, et il y a ce risque. Il n'y a pas de chemin au milieu, où c'est une chimère d'imaginer qu'on puisse écréter l'inflation, les bulles, sans abîmer trop la croissance qu'on veut voir se prolonger le plus longtemps possible, et en maîtrisant une inflation. On verra d'ailleurs ce que ça donne. Il y a une partie quand même dans l'inflation qui reste peut-être un peu lié à la pandémie et aux effets de distorsion Covid. Bien sûr. Maintenant, effectivement, le souci sur l'inflation, c'est que aujourd'hui, si vous voulez de la croissance, le seul moyen d'avoir de la croissance, c'est l'énergie. Il n'y a pas de croissance sans énergie. À partir de ce moment-là, si vous voulez plus de croissance, vous utilisez plus d'énergie. Vous faites monter les prix, encore plus avec les distorsions qu'on connaît sur la supply chain et sur les matières premières. Donc en fait, vous êtes coincé, il n'y a pas le choix. Et effectivement, et c'est là où je rejoins. À la fin de la journée, c'est binaire. Voilà, la radicalité entre guillemets d'Étienne, c'est de dire ça peut pas bien se finir pour le marché à moyen terme, malheureusement. Voilà. Sauf si pour cette année, il y a encore de la croissance et donc on est prêt à encaisser quelques hausses de taux. Mais voilà, on essaye de voir un peu plus loin que 2022 là. Benoît, comment vous vous positionnez dans ce débat qui est le débat important de cette année 2022 ? Je serai encore plus clément qu'Alexandre et évidemment plus sympathique avec Powell qu'Étienne. Non, je pense que, en fait, clairement, cette crise, qui est exceptionnelle, mais comme toute crise est exceptionnelle, les autorités, banques centrales ou États, ont pris le parti de prendre le risque d'en faire trop plutôt que trop peu. Et c'est clairement ce qui était affiché depuis la crise. Là où en 2008, on en a plutôt fait trop peu. Et où on s'est retrouvé à combattre la déflation. Donc clairement, le choix, il a été fait pendant la crise. On préfère combattre l'inflation que combattre la déflation. Et donc maintenant, on est dans ce phénomène-là, on va devoir combattre l'inflation. Et effectivement, je préfère ce risque-là que le risque déflationniste, qui est le pire des risques pour les banques centrales, parce qu'il déprime l'ensemble de l'économie. Maintenant, évidemment, dans ces moments-là, on ne sait jamais à quel moment il faut bien ajuster le tir, et on ne le saura qu'après. Donc c'est systématique dans les crises. On ne sait qu'après ce qu'il aurait fallu faire. Donc Jérôme Powell fait le travail. Il essaye d'être pragmatique, en fait. Il essaye d'ajuster son discours, et il le faut, il n'a pas le choix, parce que cette inflation transitoire qui dure et dure et dure, il fallait bien qu'il agisse.
baisse. Donc il agit. Moi, quand j'analyse les marchés obligataires, les mouvements de marché obligataire, je vois quoi ? Je vois que le marché a entendu le message de Jérôme Powell, 4-5 hausses de taux dans l'année, taux directeur. Ça ne fait pas tellement monter les taux longs à 10 ans. Quand on regarde les points morts d'inflation, ça ne les fait pas vraiment bouger non plus. Donc le marché, il y croit, il adhère. Il se dit, oui, on a une politique, on a une banque centrale qui est crédible dans sa lutte contre l'inflation. Ça ne veut pas dire qu'elle va y arriver. Ça veut juste dire que, pour le moment, le discours, il tient et qu'il faudra encore dans l'année ajuster ce discours, c'est évident. Ce n'est pas parce qu'il dit aujourd'hui qu'il va faire 4 ou 5 hausses de taux qu'il les fera, c'est évident. Et qu'il y aura forcément encore de la volatilité sur ces sujets-là. Mais globalement, je pense que trop en faire, pas en faire, c'est inévitable après une crise. Et il faut gérer ce risque-là. Mais je pense que le risque de la crise de ne pas en faire assez aurait été bien plus dramatique en termes économiques et humains d'avoir des entreprises au tapis parce qu'on les avait obligées à fermer en fait. C'était ça le sujet. Donc on a quelqu'un qui fait le travail et qui va devoir encore beaucoup ajuster le tir dans les prochains mois, c'est évident. Une fois qu'on a dit ça, et c'est ce que je comprends de votre discours, Benoît, c'est que on a vécu alors avec les QI depuis 10-15 ans maintenant, accompagné de ce qu'on appelait, j'en parle au passé, la forward guidance. L'idée qu'on va être le plus prédictible possible, qu'on va fixer des conditions qui vont permettre au marché d'anticiper chacun des mouvements, chacune des actions en matière de politique monétaire avant qu'elles n'arrivent. Là, il n'y a plus de forward guidance. Là, c'est optionnalité totale. Oui. On ne se ferme aucune porte, tout est possible. Dans la conférence de presse, il refuse même d'écarter l'idée de 50 points de base, par exemple, d'un coup. Oui, on sort vraiment d'un mode de fonctionnement qui avait ses raisons, mais qui n'est plus viable maintenant. C'est-à-dire que là, on a un montant d'achat d'actifs dans les banques centrales, d'obligations, qui sont juste incommensurables et inimaginables il y a encore quelques années. Il va falloir en sortir. Pour en sortir, il va falloir beaucoup de temps et de pragmatisme. Et c'est ça qu'il faut piloter. Et ça va prendre des années. Donc les méthodes de l'ancien temps, enfin de l'avant-crise ne fonctionnent plus. Elles nous ont emmenés d'ailleurs à des situations qui étaient potentiellement inextricables. Ces politiques d'achat d'obligations et de taux négatifs, il faut en sortir. On est en train d'en sortir, ça ne va pas se faire facilement en ligne droite. Mais pour le moment, je dirais que en tout cas, le discours tient la route. Évidemment, il y aura de la volatilité sur les marchés. Étienne, à partir du moment où tout est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour vous probable ? En effet, la Fed est très en retard. Donc, du coup, l'enveloppe de hausse de taux pour l'année qui vient sera plus élevée que dans tous les cycles du passé. Donc, en effet, les modèles économétriques disent que le taux Fed Fund, le taux Fed Fund à la fin de l'année, il doit être de 1,75, compte tenu de l'inflation et du marché du travail. 1,75, ça fait 25 BP pour chacune des 7 réunions de politique monétaire de l'année qui vient. Ça, c'est intégré quelque part dans le marché, ça ? Pas encore. Là, on est à 5. Là, on est à 5, mais vous voyez bien qu'on est dans un processus qui est évolutif et granulaire, mais qui ne fait que monter. C'est-à-dire qu'on est passé à la fin de l'année dernière de 3 hausses de taux anticipées à 4, puis 5 là à 100%, et bientôt, pourquoi pas, 7 si les premières actions ne sont pas suivies d'effet. Et toujours la même chose, cette hausse de taux dans un univers qui n'est pas habitué ou qui n'a jamais été habitué à vivre ça risque d'être sévère. Sur l'optionnalité, tout à fait d'accord. On passe en effet un univers du connu à un univers de l'inconnu, et c'est l'objectif de Jérôme Powell de remettre du risque. Donc, comment remettre du risque ? En enlevant de la certitude. Et on génère de la volatilité, et ça c'est bon, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un consensus, un consensus qui s'appuie sur des phénomènes d'achat conjoint qui pressurisent la volatilité jusqu'à des niveaux de valorisation du risque qui sont débiles, et il faut faire tranquillement, il faut remettre du risque et tranquillement réajuster les consensus et réintroduire une espèce de vision contrariante, de sorte que le prix de marché reflète un équilibre et non pas un acheteur systématique qui vient totalement doper les valorisations. Qu'est-ce qu'on a appris également ? Donc, on a appris que le put de la Fed était beaucoup plus loin, que l'objectif principal devenait l'inflation.
Et enfin, pour le moment, on apprend quelque chose qui est assez important, qui est que le taux terminal de la Fed, il est de 2,5, donc ça c'est le taux nominal. Donc 2,5 de nominal, alors que la Fed voit pour 2024 2% d'inflation, donc une inflation qui revient à la normale. Ça veut dire un taux neutre, donc un taux réel neutre, qu'on appelle R étoile ou R star dans notre jargon, qui est de plus 0,50. Taux neutre de plus 0,50, c'est une révolution. C'est une révolution pourquoi ? Parce qu'avant le Covid, on voyait, les économistes voyaient, ainsi que la Fed, le taux neutre à moins 0,50, négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'économie est tellement dopée à la liquidité, est tellement peu productive qu'elle a besoin de vivre sur le crédit, par le crédit, et donc il faut maintenir un taux en dessous de 0. Donc 0,50, visiblement la nouvelle norme. Si c'est la nouvelle norme, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, c'est le déploiement fiscal. Et le levier fiscal qui est autorisé, qui est permis par les taux bas. Donc, effectivement, c'est plutôt bien d'avoir maintenu les taux bas aussi longtemps, mais il y a une urgence quand même à remonter avec cette avalanche. La question juste, Étienne, parce qu'on va parler des marchés actions quand même, mais... Si les marchés ne font pas reculer Jérôme Powell, et je suis assez d'accord sur ce point-là, il n'a pas l'air d'être inquiet par ce qui se passe pour l'instant sur les marchés, même peut-être que ça le conforte dans sa position. Est-ce que ce n'est pas l'économie américaine qui va à un moment le faire reculer? On voit bien déjà, on embarque beaucoup de croissance, j'ai fait le topo, c'est solide, etc. Mais bon, on reconstitue beaucoup de stocks, ça gonfle un peu le PIB en fin d'année, on va continuer de reconstituer un peu des stocks, mais à un moment, on aura reconstitué les stocks. La demande... Admettons que la pandémie devienne endémique, la demande à un moment va se normaliser là aussi. Est-ce qu'on risque pas d'avoir déception sur déception en matière de croissance qui à un moment ferait réfléchir quand même peut-être la Réserve fédérale américaine? Oui, non mais clairement, de toute façon... Parce que la question c'est la lutte contre l'inflation, combien d'emplois ça va coûter? Oui, c'est ça pour Joe Biden et Jérôme Powell la question. C'est la lutte contre l'inflation et la lutte contre l'excès de wealth effect. Donc c'est-à-dire que le ménage américain a multiplié par 150% sa richesse pendant le Covid. Est-ce que ça, c'est raisonnable lorsque on le compare au taux d'accroissement de l'économie réelle? Non, c'est pas raisonnable. Mais vous l'avez dit vous-même, la distribution est très, très différente en fonction des gens. Oui. Bon. Oui. Mais bien, voilà. La hausse de taux permettra de renormaliser cette distribution. Donc de diminuer. Pour vous, le risque, c'est qu'on va en faire encore plus que les 5 qui sont dans le marché. Ah bah oui, bien sûr. Ah ben non, mais oui, non, mais Jérôme Powell le dit, donc il faut l'écouter. Il le dit. Donc 25 BP, ça ne pose pas de problème. Donc ensuite quantitatif. 50. Donc 25 BP tous les mois, ça ne pose pas de problème. Enfin, toutes les sessions et surtout le quantitative tightening dans la foulée, qui lui-même va fortement réduire ou comment rendre plus cher les conditions financières. Bon, donc on n'est pas encore tout à fait prêt à ça. Le mois de janvier quand même, alors sur les marchés actions, nous montre bien comment les choses pourraient se mettre en place. Parce qu'on a la baisse des indices, mais dans la baisse des indices, on a des écarts monstrueux entre les valeurs de croissance. Alors dans la croissance, il y a tout. Il y a ce qui ne gagne pas d'argent. Et puis il y a quand même aussi beaucoup de grandes valeurs patrimoniales de croissance, GAFAM, luxe, etc. Alexandre, sur le marché action, là, quel bilan vous faites de ce mois de janvier? On est passé en un mois et demi de rotation sectorielle, enfin rotation de style, à volatilité, à fragilité maintenant. Là, on a l'impression que les rebonds quand même tiennent plus. Le marché globalement est quand même très centré sur ce que vont faire les banques centrales. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la lecture d'Étienne sur les 7 hausses de taux, parce que j'ai pas entendu ça et surtout j'ai pas l'impression que le plan de bataille soit vraiment prêt. Comme il a rien dit, en fait, chacun entend ce qu'il veut, je crois. Oui, c'est un risque, c'est une possibilité. Je dis pas que c'est une probabilité. Ok. Mais du coup, le marché action voit dans quelle direction on va aller. Donc effectivement, la première chose sur laquelle il tape, c'est les multiples très élevés, ce qui semble assez logique. Derrière, la value qui fonctionne bien depuis le début de l'année, là, sur les derniers jours, baisse moins. Et surtout, pourquoi la value s'en sort mieux, c'est que on essaye de se situer quelque part dans le cycle et qu'on reste quand même dans une année 2022 de croissance, de poursuite d'expansion du cycle, et que celles qui ont le plus souffert profitent de ce redémarrage du cycle, que ce soit l'auto par exemple, c'est l'exemple le plus significatif, avec une demande qui est très forte. Quand on écoute les entreprises dans l'automobile, ils ont un carnet de commandes comme ils n'ont jamais eu.
Le problème, c'est en face, les problèmes de supply chain, donc est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer? Mais les guidance en termes économiques de ces entreprises-là sont très bonnes pour l'année 2022. Donc ça a eu tendance à soutenir ces secteurs-là. Je ne parle même pas du secteur des matières premières, qui est évidemment soutenu par le prix des matières premières et qui, en plus, pour certaines, retrouve une situation au niveau du cash de soutenabilité qui est très confortable et qui donc commence à distribuer du dividende. Donc tous ces secteurs-là qui étaient un peu délaissés reviennent sur le devant de la scène. Et à l'inverse, pour certains secteurs qui étaient très très bien vus, on a des guidance qui sont plus timorés, ou pour les valeurs qui ont profité de l'expérience Covid. Oui, du boom Covid, Voilà. qui ont bénéficié justement effectivement de la pandémie. Là-dessus, l'exemple de Netflix est hyper parlant. Ouais. Parce que Netflix publie des résultats au 4e trimestre qui sont globalement en ligne, un peu au-dessus, enfin ça dépend des lignes qu'on regarde, un peu au-dessus, un peu en dessous, mais globalement en ligne. Et derrière, ils ne savent plus faire de forward guidance. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le case le plus prudent, qu'ils vont battre assez facilement au T1, et donc là, ça effraie complètement le marché. Et donc sur ces secteurs de croissance, on a eu un autre exemple, c'est sur des entreprises comme Nike ou Adidas. Nike ou Adidas, ils font des commandes sur 8-9 mois. Donc l'inflation des matières premières pour construire leurs chaussures va se faire ressentir en 2022. Donc évidemment que les guidance sont plus prudentes. Et ainsi de suite. Donc sur ces secteurs qui étaient très aimés, on a un retournement lié à la Fed et lié au guidance. Et sur la value, on a reprise de cycle et meilleure guidance. Donc la rotation s'explique comme ça pour moi. C'est une manière très fondamentale. Mais c'est très clair. Voilà. Et cette dynamique, alors plus favorable à la value qu'à la croissance, elle a encore un peu de carburant pour vivre, tactiquement au moins, j'en sais rien. On en a eu des rotations, on en a eu des très courtes, qui durent 15 jours. Maintenant que les perspectives sont bonnes, il va falloir délivrer. Et il va falloir surveiller les dénouements sur la supply chain. Je pense que c'est le point central. Si l'offre se débloque, alors elles publieront des résultats excellents. Et donc, ça devrait continuer, elle devrait continuer de revenir sur le devant de la scène. Voilà. Très clair. Sur l'analyse action et la stratégie également, avec quand même cette question en préalable, Benoît, au regard de tout ce qu'on vient de dire, quand on voit des marchés fragilisés, à commencer par des stars du marché, est-ce que ça remet en cause l'idée d'une poursuite du bull market à travers cette année 2022 ? Oui, je rejoins assez bien le point de vue d'Alexandre. En fait, on a un environnement macroéconomique qui est quand même encore très favorable. Alors évidemment, ce n'est pas le niveau de croissance de 2021, mais ils étaient exceptionnels et à la hauteur de la baisse de 2020. Dans les pays développés en particulier, notamment en Europe, il ne faut pas bouder notre plaisir pour une fois. On a quand même, dans tout cet environnement, quand on regarde les entreprises, elles nous annoncent des résultats, des prévisions de résultats qui sont favorables. Et effectivement, probablement qu'elles gardent un peu de marge de manœuvre pour avoir des surprises positives. Quand on regarde les moteurs de la croissance, des plans de relance, et là encore, il ne faut pas bouder notre plaisir, on a des États et des entreprises qui investissent. On a enfin un cycle d'investissement, ce qu'on n'avait pas vu ces 10-15 dernières années. Ce qui est quand même très sain d'avoir des entreprises et des États qui investissent. Alors les États, on ne sait jamais s'ils investissent bien au bon endroit, ça a toujours une petite difficulté, mais globalement c'est ça. Donc on est en train de vivre un cycle d'investissement qui va durer 10-15 ans probablement. On a à court terme des réserves de dépenses du côté de la consommation des ménages. On ne sait pas à quel rythme, comment ça va se dépenser, mais ça reste des réserves. Donc on a un certain nombre d'éléments qui quand même nous permettent d'anticiper quand même une année action favorable, clairement volatile, parce qu'on a parlé de la Fed, et ça va durer toute l'année, il faut être clair, mais on n'a pas parlé des risques géopolitiques et du risque sanitaire qui, malgré tout, est encore sous-jacent. Donc voilà, mais dans cet environnement volatile, il y a quand même du potentiel de hausse sur les marchés actions, avec toujours, je pense, ce dilemme grosse value qui, de toute façon, à mon avis, va perdurer, parce qu'il va être très sensible à cette thématique de taux. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Alexandre le disait, des rotations, il y en a eu, mais au final, sur l'année 2021, les deux styles réalisent à peu près la même performance, si je ne dis pas de bêtises. Oui, au final, tout est tiré. D'ailleurs, on est peut-être en janvier en train de payer le bon mois de décembre. C'est peut-être un tout petit peu exagéré. Voilà. Mais effectivement, à la fin, quelque part, tout le monde était gagnant et tant mieux. Ça sera plus compliqué cette année et il faudra être probablement beaucoup plus mobile.
Je vois quand même, alors dans l'actualité immédiate, là, je surveille LVMH aujourd'hui, mais c'est la même histoire pour Apple. Encore une fois, je le disais en préambule, déjà des titres, alors, des parcours incroyables, etc. Enfin, je refais pas l'histoire, mais qui ont perdu peut-être 10-15% par rapport à leur sommet. Ils ont marqué, Apple et LVMH, un nouveau sommet en tout début d'année. Les 3 premières journées de bourse étaient très très favorables encore. Ça a dérapé après la publication des minutes de la Fed. De voir des résultats aussi impressionnants que le marché arrive à quand même reconnaître, même dans un contexte de vent de face pour ce style de valeur, c'est intéressant. Enfin, Intéressant, oui. Et puis, c'est des thématiques qu'on aime bien pour l'année. La thématique du pricing power, de la marque, du leader. LVMH avec probablement une bonne surprise en Chine cette année qui sera probablement, à notre sens, peut-être la bonne zone dans laquelle il faudra aller. Des entreprises qui sont capables de vendre et de bénéficier d'un consommateur chinois qui est peut-être un peu plus dynamique au cours de l'année. Il y a du potentiel et ça correspond assez bien à ce scénario de marché tel qu'on peut l'imaginer. Oui, la Chine, c'est pour vous un bon thème cette année, alors en direct ou à travers des entreprises exposées à la Chine, mais vous dites que 2021 a été une année ratée sur le plan économique, sur le plan boursier, financier pour la Chine. Le thème chinois en 2022 retrouve de l'intérêt. Ça peut être la bonne surprise parce que, clairement, ça a été très mauvais en 2021. Évidemment, c'est très lié aux enjeux politiques du gouvernement. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et il est clair que le gouvernement chinois, il a tout intérêt à redresser la barre, relancer l'économie. Il l'avait probablement un peu trop resserré, lui, par contre. Il faut qu'il relance maintenant. Il a des enjeux démographiques, sociaux qui sont énormes. Et donc là, il peut pas se permettre une deuxième année en demi-mesure. Donc là-dessus, on peut avoir effectivement de bonnes nouvelles. Directement en Chine, effectivement, ou alors indirectement par des entreprises qui sont bien positionnées sur ces marchés-là. En termes de gestion, alors justement, avec vos convictions, Étienne, là, sur cette année 2022, dans une stratégie absolute return, comment on se positionne? Est-ce qu'on est encore très short? Est-ce qu'on a l'idée encore que les taux et que la courbe des taux américaine, notamment, doit beaucoup bouger? Sur la courbe des taux, la vue, elle reste assez similaire depuis 6 mois, c'est-à-dire aplatissement, donc remontée des taux courts et taux longs qui sont soit maintenus volontairement sous pression par les achats en fait de la Fed ou en venant limiter les émissions sur les taux longs. Donc l'aplatissement de la courbe des taux, c'est vraiment un thème structurel, d'autant plus que lorsque les marchés actions souffrent, les gérants diversifiés ou les gérants qu'on appelle risk parity, donc sur des fonds un petit peu quantitatifs, ont besoin de gérer les expositions actions baissières en allant acheter des taux longs américains qui représentent le taux safe haven, exactement, le taux sans risque. Donc il n'y a pas de raison en fait d'être négatif sur les taux longs américains pour le moment, même si je comprends bien que pour un auditeur, c'est compliqué de croire que les taux longs vont rester bas dans un univers inflationniste. Mais en fait, il faut voir ça comme étant une prime de crédit à l'action de la Fed, pourquoi pas. Donc, sur l'aplatissement, je pense qu'on a fait le tour. En termes d'allocation géographique, ça a été très bien dit, l'Europe et la Chine sont des réservoirs soit de value et donc de prudence, soit ont du momentum haussier du fait d'une politique monétaire qui est désynchronisée par rapport au reste du monde. Donc la Chine baisse ses taux alors que le reste du monde monte ses taux. Donc les flux de capitaux entrants devraient se mobiliser, d'autant plus que d'un point de vue de la valeur, tout le secteur des valeurs technologiques chinoises a été massacré. Et donc il y a vraiment sur des valeurs comme Tencent, Alibaba, il y a des calls intéressants à jouer. Et puis moi j'aime bien le Brésil. Pourquoi? Il y a une élection au Brésil cette année. Alors vous avez une élection cette année qui devrait d'ailleurs élire plutôt un démocrate ou un socialiste. Donc on sait que les socialistes sont plutôt pro-croissance. Et j'aime bien le Brésil. Pourquoi? Parce que c'est un pari un peu leveragé sur le fait que la croissance américaine va se tasser. Et comme on est dans un pays dans lequel les taux ont été remontés très en amont, si l'univers américain se tasse, effectivement, immédiatement, la Banque du Brésil a une
n'hésitera pas à baisser ses taux, ce qui devrait générer un appel d'air sur les actifs brésiliens. Donc j'ai cette vue géographique-là qui, du coup, qui se pondère par une vision plutôt négative sur la croissance US, et notamment la croissance non profitable. Donc les valeurs de croissance non profitable qu'on peut trouver dans une certaine partie du Nasdaq américain, même si une certaine, quand même, c'est là où ça devient difficile, vous avez 50% ou 40%, je crois, des valeurs du Nasdaq 1000 qui ont perdu 50%. 55, je crois que c'est monté à 50%. Donc ça devient du coup, donc ça devient un petit peu agressif de continuer à être short des valeurs de croissance US. Mais bon, pour l'instant, elle sous-performe. Donc j'ai envie de continuer dans le momentum. Stratégiquement, pour une vision à quelques mois, quelques trimestres, là, comment on se positionne chez Sycomore, Alexandre ? Il y a un point. Alors là, à court terme, globalement, on est sous-exposé au marché action. On a plutôt une exposition faible avec une grosse diversification, même si on a un léger biais value. Ça, c'est vraiment à court terme pratico-pratique. D'un point de vue perspective, je trouve très intéressant ce qui a été dit sur les émergents, parce que l'inconscient collectif fait que quand la Fed monte ses taux, les émergents, c'est pas bon. Oui. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans un cas où, comme le disait très bien Étienne, le cycle de hausse de taux, l'essentiel du cycle de hausse de taux dans beaucoup de banques centrales émergentes a été fait. Et donc elles retrouvent de la marge de manœuvre, elles sont moins dépendantes vis-à-vis de la Banque centrale américaine, et les économies émergentes sont moins dépendantes vis-à-vis de l'économie américaine. Et en plus, le Brésil, effectivement, je commence à regarder aussi, même si je ne suis pas investi dessus pour l'instant, parce que c'est intimement lié aux matières premières. Ouais. Une entreprise comme Vale, qui est un des principaux bénéficiaires de l'augmentation du prix de l'Iron-Ore, c'est presque logique. Oui, c'est un no-brainer presque. Voilà, c'est presque un no-brainer. Donc les émergents, oui. Pour ceux qui veulent faire de la tech et rester sur la tech, la tech chinoise aujourd'hui, alors effectivement, il y a le risque de réglementation, mais c'est value. Ouais. C'est clairement value, c'est des côtés. Et après, d'un point de vue... Alors, je reviens sur mon scénario qu'on partageait de l'expansion continue, la croissance continue. S'il y a une synchronisation avec, on va dire, une accalmie sur la politique zéro Covid de la Chine, globalement, c'est une synchronisation de la croissance mondiale qui reprend on se resynchronise. Voilà, on se resynchronise. Et donc là, j'aurais tendance, en stock picking, à miser davantage sur les exportateurs. Et on va dire les deux grands marchés d'exportateurs que je vois, il y a effectivement l'Europe, notamment la France d'ailleurs, et le Japon. La France est un grand marché d'exportateurs. Oui, non, mais c'est bien, je suis ravi de l'entendre. LVMH, 7% de croissance en 2021, vous avez raison. Airbus non plus. Il nous reste 2 minutes, je voulais qu'on dise un mot d'Orpea avec vous, peut-être Benoît. Bon, il y a la question Orpea spécifique, le business model, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question industrielle du filtre ESG. C'est-à-dire que j'associe ça quand même à... un nouvel exemple de faillite de l'ESG. Je ne dis pas que l'ESG faillit dans tout, mais là, il y a quand même quelque chose qui est un peu dissonant par rapport à notamment, moi, ce que j'ai perçu comme étant une promesse originelle de l'ESG, qui était de dire, OK, aujourd'hui, ça permet de générer de l'alpha, sustainability, etc. Voilà. Mais l'idée première était quand même de dire, avec ce filtre extra-financier, vous allez éviter le plus possible des controverses majeures telles qu'on a vu se développer autour d'Orpea. Oui, effectivement, je ferai le parallèle moi, avec les agences de notation financière, tout simplement, qui ne prédisaient pas en 2008 les faillites en nombre, évidemment, et qui ne prédisent pas les fraudes comptables ou autres. Donc c'est la même difficulté. La notation ESG, elle existe. C'est un outil comme un autre. Ça ne suffit pas. Et si on s'arrête à ça, on ne fait pas vraiment de l'ESG, en fait. On fait un peu de quantitatif, on habille le portefeuille, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et tout le travail qu'on doit faire, mais là encore, quand on est devant des agissements frauduleux, on est toujours à la limite de l'exercice. Et on verra ce qui s'est vraiment passé. J'ai pas encore les éléments. Mais ce qui est clair, c'est que tout le travail qu'on doit faire, c'est un travail aussi de récupérer de l'information des agences de notation, des parties prenantes, des entreprises, des salariés, de l'ensemble de l'écosystème autour des entreprises pour essayer de se forger une opinion. Comme
dans la partie financière. C'est quelque part le même métier, la matière première n'est pas la même. Donc tout ça n'est pas parfait, mais c'est notre rôle de regrouper au maximum le plus grand nombre d'éléments et d'indicateurs. Ça donne des éléments, ça donne des indicateurs parfois négatifs, on discute avec les entreprises, on essaye de mieux comprendre, mais ça n'est jamais parfait. Mais ce sont déjà des pratiques qui sont intégrées, par exemple, chez vous, ou est-ce que vous avez le sentiment que, parce qu'on est dans une première version peut-être de l'ESG, beaucoup reposent encore justement la notation MSCI. Je sais que tout le monde est abonné à MSCI pour les ratings ESG et qu'en l'occurrence, Orpea était bien noté chez MSCI sur le plan de l'ESG. Oui, alors chez Mescart, on fait de l'ISR depuis quasiment une trentaine d'années, donc je dirais qu'il y a une expertise interne qui fait qu'on a commencé à faire de l'ISR sans avoir des agences de notation. Donc on a ce travail en interne, et notamment sur Orpea, on avait mis en place en 2017-2018 ce qu'on a appelé l'empreinte sociale, avec des indicateurs sociaux, et on voyait bien que ce secteur-là, pas qu'Orpea, avait des indicateurs très particuliers, atypiques. Et donc on a creusé le sujet, c'est-à-dire que c'était l'occasion de discuter avec eux, de leur poser des questions, d'essayer de comprendre. Et évidemment, ça a ses limites, cet exercice-là, mais il faut le faire. Et on voyait bien l'intérêt social et sociétal de ce secteur. Et on essayait de comprendre ces indicateurs sociaux qui parfois étaient potentiellement étonnants par rapport au secteur de la santé globale, qui n'a aucun rapport avec ce secteur-là. Mais voilà, tous ces travaux peuvent avoir des limites. Il faut rester humble dans ces sujets-là. Mais c'est engageant et il ne faut pas s'arrêter évidemment à des notations. On s'arrêtera là pour les sujets du jour. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Benoît Vesco, qui est avec nous, le directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management. Et Étienne de Marsac, directeur des investissements Cross Assets de Sunny Asset Management. Vous le savez, le vendredi, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, c'est pédagogie. Et chaque dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de SPAC et l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, qui est à mes côtés en plateau pour un décryptage éco. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le concept que vous décryptez pour nous ce soir, d'actualité, puisqu'on a eu les premières estimations de croissance pour la France, par exemple, ce matin, pour l'Allemagne également, et puis un peu plus tôt dans la semaine pour l'économie américaine, c'est le concept de croissance. Oui. On va s'intéresser à comment est-ce qu'on mesure la croissance économique, comment est-ce qu'on peut améliorer peut-être la mesure de la croissance économique. Mais déjà, j'ai une question un peu de perspective historique. Depuis quand est-ce qu'on sait mesurer la croissance économique d'un pays ou du monde ? Première des choses, c'est que la croissance économique essaye de mesurer la richesse d'un pays au cours d'une période. Et donc, son indicateur qui a été retenu, c'est le produit intérieur brut. Et donc cet indicateur, a été créé notamment par Simon Kuznets. C'est un économiste américain. Et il l'a créé à la suite de la Grande Dépression, la crise de 1929. Et Kuznets a créé la comptabilité nationale en même temps. Et en 1934, il crée un indicateur, le produit intérieur brut, qui découle, il souhaitait analyser les impacts de la crise économique sur l'économie, puis surtout d'appréhender, de mieux apprécier l'efficacité des politiques économiques mises en place. Et il est parti du principe que si la production augmentait, c'est qu'a priori l'économie repartait. Parce que ce qu'il faut bien voir... c'est un indicateur d'évaluation des politiques publiques, d'une certaine manière. D'une certaine manière, c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aux États-Unis, il y a un traumatisme avec la crise de 1929, et on le retrouve dans les objectifs de la Federal Reserve, c'est les longues chaînes de chômeurs. Et donc, on part du principe que lorsqu'il y a de la croissance, a priori, il y a l'emploi. Et donc, on a joué là-dessus. Et donc, c'était un indicateur d'efficacité. Et en fait, en France, on a repris cet indicateur en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on mesure concrètement alors cette croissance économique à travers cet indicateur du PIB? De quoi est-il la résultante? Si vous pouvez nous faire un petit cours d'économie de ce point de vue-là. Et puis oui, on s'interrogera sur la pertinence de la mesure. Alors, tout à fait. Donc, au plan, on va dire, économique, on considère notamment que la croissance, le PIB, c'est l'agrégation, la somme de toute la richesse créée par les entreprises résidentes. Alors, c'est sur un pays au cours d'une période. Alors, quelle est l'idée? C'est la richesse et, on va dire, mesurée par un concept qui s'appelle la valeur ajoutée brute.
qui est vraiment la richesse, par les unités résidentes. Ça veut dire tout simplement que le concept de, on va dire, de territorialité est présent, mais pas du tout de nationalité. C'est ça qui est important de saisir à travers le PIB, puisque on va, par exemple, prendre, et je ne sais pas si elle existe, on va prendre Mercedes Strasbourg, qui va contribuer au PIB français, mais par contre Renault au Brésil ne contribuera au PIB brésilien. Et donc, c'est cette notion. Et résidente, c'est la notion de territoire et qui nécessite, bon, on ne rentre pas dans le détail, mais qui est le territoire métropolitain. Alors, bien sûr, c'est un indicateur. Pour l'instant, on va dire, tout le monde s'accorde à dire qu'il est, on va dire, insuffisant pour mesurer les progrès d'une économie. Et bien sûr, pourquoi ? D'une certaine manière, parce qu'il ne tient pas compte, on va dire, des externalités positives, c'est-à-dire, par exemple, les impacts de l'avancée dans le progrès technique, on va dire, sur la santé, mais également aussi les avantages socio-économiques d'avoir une école près de chez soi. Et puis, en même temps, il ne mesure pas l'impact on va dire, de la pollution sur l'économie. Et donc, pour l'instant, on est bien conscient qu'il est insuffisant, mais pour autant, on n'a aucune alternative. C'est ça. Et c'est ça qui est important de la saisir. Est-ce que déjà, alors, je comprends effectivement l'idée que la mesure est imparfaite. Est-ce que d'ailleurs la méthode de calcul du PIB, la manière dont on calcule le PIB, est-ce qu'on retrouve des méthodes peut-être différentes d'un pays à l'autre ? Et est-ce que cette méthode a évolué déjà dans le temps depuis la création de l'indicateur dans les années 30 ? Alors, oui, l'idée est qu'aujourd'hui, le PIB sert de référence. Si vous voulez, on rapporte toujours une grandeur par rapport au PIB. Donc, et même pour être plus certain, c'est de calculer le PIB par habitant. Mais de manière générale, quelles que soient quelques différences près, on reste toujours sur la même technique. Ça reste, voilà, oui, mais c'est un point important. Oui. C'est un indicateur comparable d'un pays à l'autre. Tout à fait. Mais après, c'est pas pour autant qu'il est, on va dire, le meilleur. Donc il convient de le compléter. C'est ça qui est important par d'autres indicateurs. C'est par exemple, il faut prendre prendre en compte la notion d'environnement qui est très, très importante aujourd'hui. C'est aussi également prendre la notion de développement. C'est également aussi prendre la mesure du bien-être. Et c'est là, on le voit à travers diverses expériences, qu'il a été complété. Et par exemple, il a été connu, mais par exemple, le Bhoutan a créé le bonheur national brut dans les années 70 et qu'il l'a inscrit dans la Constitution. Mais c'est également aussi, par exemple, à l'initiative du prix Nobel Amartya Sen, la prise en compte des indicateurs des développements humains, pour notamment qui prend la longévité, la vie, l'accès à la scolarité, etc. Et puis également aussi, avec beaucoup plus récemment, avec la prise en compte de l'environnement, c'est la conférence de Rio, dans les années 90, 92 exactement, qui dit mais il serait bien de calculer un PIB vert, c'est-à-dire qu'au-delà du PIB, on enlèverait la dégradation du capital naturel. Alors, sur le papier, tout est fantastique. Simplement, c'est la difficulté de mesure en pratique et c'est ça qui pose ce type de problème pour bien mesurer en fait la richesse. Parce que d'un côté, on avance, mais d'un autre côté, on détruit. Et donc, parce que si on arrivait à mesurer, on pourrait trouver des instruments par la suite pour pouvoir limiter ces impacts. Ce qu'on est capable, ou ce qu'on essaye de faire sur le plan de l'analyse microéconomique des entreprises, c'est-à-dire mesurer mon impact carbone, le coût que j'implique pour la planète en matière carbone, en matière de biodiversité demain, toutes ces mesures-là sont demandées et vont être de plus en plus demandées aux entreprises. Et on est capable de mesurer des résultats d'entreprises défalqués effectivement de ces mesures complémentaires. Vous dites, on va avoir beaucoup de mal quand même à le transcrire dans un indicateur national macroéconomique. Oui, parce que la grande première des choses, c'est qu'il faudrait que, comme on va dire, la notion d'environnement est un concept mondial, la grande difficulté, il faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est pas que la France le fasse, c'est pas l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, etc. C'est la grande difficulté. Donc c'est pas la peine et c'est d'un certain côté un peu, on peut être démoralisé ou démotivé dans le sens où on peut faire des efforts et le voisin s'amuse à polluer d'une certaine manière. Donc il convient qu'il y ait une prise de conscience, et toute la difficulté, on le voit à travers les COP, les différentes COP qu'on peut avoir, que ces pays se mettent d'accord. Donc première limite. Deuxième chose également, bien sûr, après,
c'est d'agréger. Bien sûr, on va avoir, c'est bien d'accumuler, on va dire, là-dessus, de limiter le processus productif déduit là-dessus. Donc, c'est toute la logique qu'on a mis un peu avec ce qu'on appelle le mécanisme de développement propre, MDP, avec les droits à polluer. Et qui fait que, dès lors, on dit, vous avez une dimension, on va dire, écologique, mais en même temps, si vous avez des droits à polluer, si vous diminuez votre caractère polluant, eh bien, vous pouvez revendre ces droits pollués, et c'est une dimension. Et là, du coup, on passe d'un phénomène écologique à un phénomène financier. Et c'est ce qui est important, parce que sur ce marché de droits pollués, on voit concrètement entre guillemets, la privatisation d'un bien public mondial qui s'appelle l'air. Parce que d'un seul coup, je capte et je revends une partie de l'air que je peux respirer là-dessus. Et c'est ça qui pose... du carbone, en l'occurrence. Oui, du carbone, oui, tout à fait. Oui, mais bon. Oui, mais c'est l'à côté. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bien public mondial. On aurait pu dire que tout le monde, prenne conscience, on va dire, des problématiques et fait des efforts. Et pourtant, on essaye de limiter. Parce qu'on parle des entreprises, mais on pourrait aussi penser par un comportement au niveau des ménages. Est-ce qu'il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres pour mesurer précisément leur croissance économique? Je ne sais pas. Moi, je ne rate jamais une occasion, par exemple, de saluer le travail de l'INSEE et la reconnaissance mondiale de notre Institut national de statistique par rapport à d'autres, par exemple. Je soutiens et souscris à cette idée. J'espère bien. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'en France, on va sur l'INSEE, on a une encyclopédie. Pour nous, c'est naturel. Voilà. Et alors que, par exemple, si vous voulez chercher ne serait-ce que le salaire moyen d'un autre pays, et que vous désirez d'aller sur un institut statistique national, eh bien, vous ne l'avez pas forcément, ou vous faites des approximations. Et donc, forcément, approximation veut dire résultat approximatif et des mesures qui peuvent amener des écarts. Bon, n'oublions pas, alors nous, dans les marchés, évidemment, les chiffres sont publiés tous les trimestres. Ils sont surtout beaucoup révisés. C'est vrai que nous, dans les marchés, on regarde la première estimation, éventuellement la deuxième, mais très souvent, il y a évidemment une troisième estimation de croissance qui est faite, et puis il y a une grande révision qui se fait toujours plusieurs années après. Ce qui fait que parfois, quand on regarde certaines périodes justement précises, on peut avoir quand même un trouble quand on regarde ce qu'on pensait être à l'époque et ce qui a été en fait la réalité. Oui, mais c'est là où on fait la différence entre l'économiste qui va s'intéresser à la tendance, c'est-à-dire est-ce que ça monte, ça descend, c'est flat, ou le comptable d'une certaine manière, et avec le respect que je leur porte, qui va s'intéresser à la virgule près. Et c'est ce qui est important, c'est que rares ont été les erreurs de savoir de tromper de tendance, sauf à changer de méthodologie éventuellement. Ouais. Je crois qu'avec l'amplitude des mouvements et des variations économiques dans la crise pandémique, on regardera peut-être un peu moins les chiffres après la virgule désormais. Non, mais on se battait pour savoir si ça allait être 0,5, 0,4. Là, la France a publié 7% de croissance sur un an. Justement, là, si on se raccroche à cette actualité, Michel, comment vous qualifiez ce chiffre ? Je ne vais pas paraphraser le ministre des Finances, bon, bien sûr, mais je pense qu'à circonstances exceptionnelles, chiffres exceptionnels. La grande difficulté, c'est après de faire au niveau statistique le rapprochement dans la tendance. Et c'est ça qui va faire, parce qu'on a eu c'est une croissance vitaminée, on va dire ça comme cela. Grâce au pouvoir public, on a hiberné l'appareil productif, donc il est un peu légitime d'attendre de bons résultats. Maintenant, c'est la perfusion qui va s'en aller et là, on va revoir l'état des lieux. Le plus dur commence. D'une certaine manière, en espérant que, bien sûr, il faut être positif et que ça sera le démarrage vers une nouvelle ère. Mais oui, mais c'est très précieux d'avoir eu ces chiffres de croissance, évidemment, même si c'est plus compliqué par la suite. Mieux vaut quand même partir de ce point-là que du point bas de 2020. Voilà, je crois qu'il faut imaginer la France sans la perfusion. Et là, ça aurait été, on va dire, à mon sens, sanglant. Ouais. Merci beaucoup Michel. Michel Remy qui est avec nous une fois par mois, le vendredi, le dernier vendredi du mois à 17h45 pour ce rendez-vous pédagogie, ce décryptage éco qui a été consacré aujourd'hui au concept de croissance.